Devenir parent, c'est compliqué et ça coûte cher. Du coup, en termes de répartition des dépenses du foyer, qu'est-ce qui est le pire entre faire une répartition 50-50 des dépenses ou alors faire une répartition au prorata des salaires de chacun ou alors faire en sorte d'économiser les frais de garde en faisant en sorte qu'il y ait un parent qui reste à la maison pour s'occuper des enfants ou alors faire en sorte que les deux parents poursuivent leur carrière et on maximise les coûts, les dépenses en termes de garde des enfants. Donc, sachant que c'est déjà compliqué, on ne va pas chercher à savoir qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le moins pire. On va plutôt chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer dans chacune de ces options-là pour pouvoir se constituer une solution qui nous convient à nous. Donc, on va commencer par l'approche 50-50. Donc, en gros, c'est on coupe toutes les dépenses en deux, on fait un virement identique vers le compte commun et du coup chacun paye 50% de toutes les dépenses du foyer. Une critique qui peut être faite à cette philosophie-là, c'est qu'on est aveugle aux écarts de revenus et aux coûts des bébés qui sont non comptés et qui vont avoir tendance à être pris en charge par la maman. Donc finalement, ça laisse une part de justice. Donc il y a une recherche de justice et d'égalité extrême dans le 50-50, mais il y a quand même certains coûts qui ne peuvent pas forcément être répartis 50-50. Alors, parmi les peurs qui motivent le choix de certaines personnes d'adopter cette philosophie-là, c'est la peur de devenir une vache à lait si on fait des exceptions. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui gagne plus, elle a peur que l'autre puisse en profiter et de se retrouver tout le temps la personne qui va dépenser plus sous prétexte qu'elle gagne plus d'argent. C'est une peur qu'il peut y avoir et qui explique que certaines personnes choisissent cette option-là. Il y a aussi le fait que c'est simple comme ça. Il y a une règle, on fait 50-50, tu fais 50%, je fais 50%. C'est simple, il n'y a pas à se casser la tête pour trouver une manière de répartir les dépenses. Ça facilite beaucoup de choses et ça évite pas mal de discussions compliquées. Il y a ensuite la solution du pot commun au prorata des revenus de chacun. Donc en gros, on fait des virements automatiques vers le conjoint, mais s'il y a une personne qui gagne, je sais pas moi, sur 100% des revenus du foyer, il y a une personne qui gagne 70% et l'autre personne qui gagne beaucoup moins, donc 30%, on va ajuster les virements en fonction des revenus de chacun. Donc ça permet... en tout cas, les personnes qui choisissent cette solution-là, alors l'exemple que j'ai sous les yeux ne correspond pas du tout. En fait, pourquoi les gens choisissent cette solution-là? C'est justement, au lieu de rechercher une égalité parfaite en mode 50-50, on essaye d'ajuster en fonction des ressources de chacun. Voilà, c'est ça l'objectif. On a la solution également garder un parent à la maison pour économiser les frais de garde. Donc, la critique qui peut être faite, c'est qu'on est retourné en 1950 et on recrée de la dépendance financière pour le parent qui reste à la maison et c'est souvent madame du coup et que ça fait un gâchis de diplôme parce qu'elle a sûrement fait des grandes études. Donc, ça serait un peu de gâchis d'économiser les frais de garde en faisant en sorte que madame reste à la maison. En tout cas, si c'est juste pour une question d'économiser quelques frais, bon, ouais, la question peut se poser. Par contre, dans le cas des gens qui externalisent au maximum, c'est-à-dire crèche plus assistante maternelle plus nounou pour les soirées, pour pouvoir faire en sorte que les deux parents puissent mener leur carrière de front, la critique qui peut être faite, c'est que ce sont des carriéristes qui délèguent leurs enfants, genre que c'est quelqu'un d'autre qui va élever leurs enfants pour eux pendant que eux, égoïstement, ils poursuivent leur carrière. Alors, la peur qui peut motiver quand même cette philosophie-là, c'est que les deux parents ont peur de décrocher professionnellement, de rater des opportunités, de rater des promotions, de perdre du réseau. Et ils ont peur aussi d'avoir un mode de garde qui est fragile. Si on a une seule solution de garde, le jour où cette solution n'est pas disponible, on va forcer de ne pas être disponible au boulot et ça peut mettre en péril la carrière. Donc, autant prévoir plusieurs solutions, des ceintures et des bretelles, des solutions de secours pour que s'il y en a une solution qui saute, on puisse faire appel à l'autre solution si besoin. Alors,
Maintenant qu'on a dit ça, l'analyse qu'on peut faire de cette situation-là, c'est qu'il y a des... Comment dire? Il y a des mythes et des faits solides qui sous-tendent chacune de ces philosophies-là. Par exemple, pour la philosophie du 50-50 strict, certaines personnes vont tendance à dire qu'on n'est pas la CAF, que chacun va payer sa part, quoi. Que le 50-50, ça évite tous les abus, que s'il y a 50-50, il n'y a pas moyen d'avoir des abus, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Et que si tu veux compliquer, c'est que tu ne sais pas te tenir. Donc en gros, on va culpabiliser le partenaire qui ne veut pas faire 50-50 ou alors qui voudrait faire différemment du 50-50 en lui disant en gros que ouais, c'est parce qu'il ne sait pas bien gérer son argent qu'il ne veut pas participer au 50-50, que c'est qu'une question d'organisation et que celui qui ne sait pas s'organiser ne va pas vouloir de cette solution-là. Mais par contre, ce qui est solide, qui pousse cette solution-là, c'est que c'est une solution qui est idéale quand les revenus sont proches et les postes de dépenses sont stables. En tout cas, les postes de... comment dire? Ouais, si on a deux cadres qui gagnent à peu près le même salaire, ok, ça fait sens de faire cette répartition simple. C'est lisible et c'est peu coûteux cognitivement. Il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Et ça évite les renégociations chroniques. Maintenant, la répartition des dépenses en fonction du revenu, ça peut être appliqué par des gens qui vont défendre maladroitement cette solution-là en disant ben c'est toi qui gagnes le plus, donc tu payes plus. Point, fin de la discussion. Ça ne serait pas forcément juste de faire comme ça. Le prorata, c'est la vraie justice. Le 50-50, c'est être radin. Okay? Ou alors, avec un prorata, personne ne peut abuser. Donc, en gros, si tu gagnes plus, tu dépenses plus. Si tu gagnes moins, tu dépenses moins. Et il n'y a pas d'abus qui ferait en sorte que la personne qui gagne moins se retrouve à faire quand même 50-50 et ce serait du coup reproduire une situation d'inégalité alors qu'on cherchait justement à éviter de l'inégalité. Donc, les faits solides qui appuient cette philosophie-là, c'est que le prorata réduit l'écart de reste à vivre quand les salaires sont divergents et le pot commun plus de l'argent perso, ça diminue les micro-conflits parce qu'il y a un compte commun, chacun a son compte en banque personnel et du coup, chacun peut dépenser son argent personnel comme il veut, ça diminue les conflits. Et puis, les revues périodiques maintiennent l'équité quand la vie bouge. Alors là, on disait que ça pouvait être en fonction du prorata des revenus, mais ça peut être aussi une autre organisation qui a été décidée de commun accord entre monsieur et madame. Alors maintenant, pour la solution du parent qui reste à la maison, ça peut être défendu maladroitement par des gens qui disent que la crèche, c'est élever les enfants des autres, ou en tout cas que c'est la crèche qui va élever nos enfants, donc on ne choisit pas la solution de la crèche, parce qu'on ne veut pas que nos enfants soient élevés par quelqu'un d'autre. Une autre comment dire, raison qui pousse certaines personnes à choisir cette option-là, c'est que une vraie maman s'occupe de ses enfants elle-même et que du coup, elle ne s'occupe pas de la crèche, enfin, elle ne met pas ses enfants à la crèche et que du coup, en plus, ça fait des économies. Ou alors, ça peut être simplement factuel en termes d'économie de revenus, en tout cas, économie d'argent. Donc, cette solution-là, rationnellement, elle nous permet d'économiser de l'argent, donc on l'applique et madame va rester à la maison. Ou peut-être que si c'est madame qui gagne plus d'argent, monsieur va rester à la maison et ça fait sens économiquement. Alors, les faits solides quand même qui soutiennent cette thèse-là, c'est que c'est optimal à court terme si le salaire net est plus petit que le reste à charge de la garde. Donc, pour le parent dont le salaire est vraiment très inférieur à ce que coûtent les frais de garde, bon, ben, ça fait sens que ce parent-là s'occupe des enfants, reste à la maison pour s'occuper des enfants et on économise les frais de garde comme ça. Ça peut faire sens si il y a des aléas, donc les maladies, les bébés sont malades ou alors il y a un manque de place. Donc ça peut permettre de faire preuve de souplesse. Par contre, ça nécessite un plan à long terme. Ça nécessite d'être employable, d'avoir du réseau, des droits et de l'épargne. Maintenant, l'externalisation maximale, donc certaines personnes vont choisir cette solution-là en pensant que les vrais parents ne paient pas des inconnus. Mais ça, c'est faux.
Donc, c'est pas un super exemple. J'ai pas mis un super exemple ici. Ok, j'ai pas de mythes qui soutiennent cette thèse-là, mais l'effet solide, c'est que cette solution-là préserve le revenu cumulé et la progression de carrière, ça c'est sûr. Il y a le fait que les aides sociales, ça abaisse le coût global et ça stabilise l'organisation. Et il y a le fait que la socialisation et les routines sont bénéfiques pour l'enfant finalement. Le fait qu'il soit avec plusieurs personnes, ça fait qu'il est de plus en plus social et qu'il devient de moins en moins timide. Et donc finalement, c'est bénéfique aussi pour lui. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de voir dans quelle mesure ça peut être judicieux. Comment dire, plutôt que de choisir un camp, on va voir dans quel cas de figure c'est intéressant de faire l'une ou l'autre de ces solutions-là. Alors, pour le 50-50 strict, ça peut être utile quand les revenus sont proches et les dépenses sont cadrées. Ça peut être utile quand il y a une priorité à la simplicité et à une faible charge mentale. Et ça peut être utile en phase de test, quelques mois après au début de la grossesse ou alors après la naissance. Ça peut être une règle simple pour démarrer, quitte à ajuster par la suite. Ensuite, faire des virements au compte commun en fonction du prorata du salaire et des revenus. Ça peut être utile quand les revenus sont inégaux et qu'il y a une volonté d'équité de reste à vivre. Ça peut être utile quand il y a des revenus variables, si les gens sont freelance, ils travaillent à la prime, ils travaillent à la commission, ça peut être utile dans cette situation-là. Ça peut être utile s'il y a un besoin d'autonomie et de solidarité sans micropolice des achats. Voilà. Maintenant, la solution du parent à la maison, ou alors il est à temps partiel, ça peut être utile si vraiment le parent qui reste à la maison, de toutes les manières, il gagnait vraiment pas beaucoup d'argent et que du coup, ça fait plus sens de rester à la maison et s'occuper des enfants plutôt que de payer la crèche avec des revenus qu'on n'a pas forcément. Ça peut être une solution qui peut être mise en place pendant une année, par exemple, de manière temporaire, à voir ce qu'on fait les années suivantes. Ça peut être mis en place quand il y a une pénurie de crèches, il n'y a pas de place en crèche ou alors les horaires ne conviennent pas, auquel cas on a besoin de flexibilité et cette solution-là peut convenir. Et ça peut être aussi utile quand il y a une valeur élevée accordée par les parents. En tout cas, les parents, c'est très important pour eux qu'il y ait une présence parentale quotidienne. Du coup, ouais, ça peut valoir le coup d'utiliser cette solution-là. Et ensuite, on a l'externalisation maximale, donc c'est-à-dire crèche plus assistante maternelle plus nounou. Ça peut être judicieux quand il y a deux carrières et il y a un fort coût d'opportunité. Si jamais il y en a un des deux qui s'arrête, ça peut coûter beaucoup au revenu du foyer. Du coup, ça vaut le coup d'externaliser à fond. Ça peut valoir le coup quand les aides sociales rendent le reste à charge soutenable et prévisible. Et ça peut être judicieux également quand il y a un besoin de rythme stable et de prévisibilité organisationnelle. Donc voilà, on a vu quels sont les ingrédients qui font que chaque solution a des avantages et des inconvénients, mais on peut utiliser les avantages de chacune sans forcément prendre les inconvénients de chaque solution et composer une solution qui convient bien à chacun en tant que couple. Donc j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à la prochaine fois.